Bonjour. Vous êtes-vous déjà demandé où habitent les PADI, soit les personnes âgées présentant une déficience intellectuelle? En fait, c'est une information très difficile à trouver, car jusqu'à tout récemment, elles étaient rares. Depuis 1930, de combien d'années croyez-vous que l'espérance de vie des personnes présentant une DI a augmenté? En 2000, elle avait augmenté de 50 ans. Ainsi, contrairement à ce qui a été observé jusqu'à maintenant, les personnes présentant une DI survivent à leurs parents et elles ne peuvent plus habiter le domicile familial toute leur vie. Alors, où habitent-ils? Est-ce que ces milieux de vie sont adaptés à leurs besoins? Répondent-ils à leurs attentes? Ce sont des questions auxquelles j'ai tenté de répondre lors de la réalisation de mon mémoire en travail social. Pour ce faire, j'ai consulté des écrits sur l'habitation pour les PADI. Ensuite, j'en ai interrogé 10 qui habitent Québec pour connaître leur perception de l'offre résidentielle s'offrant à elles. Au terme de mon analyse de ces différentes données, j'en suis venu à faire des constats à partir desquels j'ai pu proposer deux recommandations principales. Il semble que plusieurs familles n'ont pas de plan concernant le futur de leur adulte présentant une DI. Alors, aucune disposition n'est établie pour déterminer qui prendra la relève et où habitera la personne lorsque ses parents seront décédés. Une différence a été observée entre les options décrites dans la littérature et celles documentées dans mon mémoire. Dans les écrits, il y en a majoritairement trois types: le foyer de groupe, la résidence familiale et l'appartement supervisé. À Québec, elles habitaient soit en appartement, en chambre et pension, en RTF, ressources de type familial, avec leur famille naturelle ou en RPA, résidence pour personnes âgées. Il est possible de conclure que dans l'ensemble, mes participants sont le plus souvent en situation de participation sociale car ils habitaient tous dans un milieu qui leur permettait de réaliser la majorité de leurs habitudes de vie, soit parce qu'ils en avaient la capacité, soit parce qu'ils recevaient le soutien nécessaire. Questionnés sur les services qu'elles aimeraient avoir à proximité lorsqu'elles seraient plus âgées, plusieurs PADI ont fait preuve de lucidité en nommant des services médicaux. Enfin, les PADI ont décrit principalement deux types d'options résidentielles idéales pour elles. 1. Le foyer de groupe, soit une maison dans laquelle elles cohabitent, partagent des tâches et reçoivent de l'aide ou des services pour réaliser leurs habitudes de vie. Et 2. La RPA, la résidence pour personnes âgées, en raison des services qui y sont déjà inclus. Ensuite, ces constats m'ont conduit à émettre deux recommandations. Il est primordial que les familles et la personne réfléchissent à l'avenir ensemble et qu'elles établissent un plan concernant différents aspects, dont financier, régime de protection, habitation. Les intervenants accompagnant les familles et la personne devraient les sensibiliser à l'importance d'établir un tel plan. Par exemple, pour éviter qu'une PADI soit relocalisée en situation d'urgence dans un milieu qu'elle ne connaît pas. Nul besoin de développer un nouveau modèle. Faciliter l'accès des PADI aux options résidentielles existantes en les adaptant pourrait suffire. À titre d'exemple, des RPA pourraient former une partie de leur personnel sur l'ADI afin qu'il ait les compétences pour accueillir des PADI. Aussi, des RTF pourraient apporter des adaptations domiciliaires permettant d'héberger leurs résidents pendant leur avancée en âge au lieu de les relocaliser puisqu'ils n'ont pas l'équipement ou les adaptations nécessaires. Leur donner des informations sur le vieillissement serait aussi pertinent. Finalement, si ces recommandations étaient prises en compte dans le futur, nos communautés seraient plus inclusives pour les PADI car elles répondraient mieux à leurs besoins concernant l'habitation tout en favorisant leur participation sociale. Merci pour votre écoute.